Une petite ville est censée être un endroit sûr, un lieu familier avec des visages familiers, un endroit où rien n'échappe à l'attention. Mais quelque chose d'étrange se passe dans ces villes. Les gens continuent de disparaître. Pas une fois, pas deux fois, mais encore et encore. Certains sont retrouvés morts, mais beaucoup ne sont jamais revus. Première histoire, direction Pia, ville insulaire de Nouvelle-Zélande, l'un des pays les plus sûrs au monde. Pourtant, des disparitions persistent dans cette station balnéaire. Au cours des 3 dernières décennies, 6 personnes ont disparu ici sans laisser de traces. Cette petite communauté de 1300 habitants est connue comme une capitale du surf. Malheureusement, Piha possède aussi une réputation moins reluisante derrière ses paysages magnifiques. Sa situation géographique crée de puissants courants de retour qui se sont révélés imprévisibles. En conséquence, plusieurs personnes ont été emportées au large, parfois sans jamais être retrouvées. Ce que l'on considère comme le cas zéro est celui de Quinton Godwin, un jeune homme de 18 ans, originaire d'Auckland. Quinton avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire et on savait qu'il luttait profondément contre cette maladie. En mai 1992, Quinton a laissé un mot indiquant qu'il avait l'intention de se faire du mal à PIA. Cependant, il a finalement été ramené chez lui par un conducteur local, disant avoir changé d'avis et vouloir retrouver sa famille. Quelques jours après, Quinton a quitté chez lui pour son service dans un supermarché à PIA et n'a jamais été revu. Les recherches n'ont retrouvé ni Quinton ni trace de lui. Beaucoup ont pensé, à cause de son passé, qu'il avait réalisé ses intentions évoquées récemment, mais la famille de Quinton rejette cette théorie. L'idée selon laquelle il aurait volontairement sauté dans l'océan est également contestée par l'expert, le docteur Jonathan Weber. En raison du fonctionnement des marées, les personnes qui se sont noyées à Peia ont vu leur corps ou leurs vêtements s'échouer sur les côtes voisines au nord de la plage dans un délai de 2 semaines. Il est possible que des personnes disparaissent sous les vagues, mais cela reste peu probable. En 2014, lors d'une enquête sur les disparus en Nouvelle-Zélande, une source anonyme a parlé aux enquêteurs, affirmant qu'un ami avait avoué avoir accidentellement percuté quelqu'un avec sa voiture sur la route près de Piha. Au lieu de signaler l'incident, l'homme et 3 autres amis ont enterré le corps sur la plage voisine de Langhang. Malheureusement, aucune preuve n'a été découverte pour donner du crédit à ces affirmations, et l'on suppose qu'il s'agit soit d'une erreur d'identification, soit d'une pure invention. D'autres affirmations douteuses ont circulé sur l'affaire de Quinton, dont une femme prétendant être son épouse, disant qu'il avait disparu volontairement et qu'ils avaient eu un enfant. Bien sûr, cela s'est avéré complètement faux. En 2026, Quinton Godwin est toujours porté disparu, mais il est considéré comme décédé par les enquêteurs. Ce qui lui est réellement arrivé reste inconnu. Entre 2012 et 2024 autres personnes ont disparu dans la région de Piha. Sherry Woostin, âgée de 42 ans, a été vue pour la dernière fois en train de conduire sur Log Race Road le 22 décembre 2012, un endroit qu'elle visitait souvent pour se promener autour du Mercer Bay Loop. C'était son endroit préféré pour une promenade tranquille ou un jogging, et elle veillait toujours à cueillir des marguerites en chemin pour les rapporter à sa fille. Quelques heures plus tard, un passant a découvert sa voiture sur le bord de la route, les portes déverrouillées et les vitres baissées. Les équipes de recherche, aidées de bénévoles, ont fouillé la zone par terre, mer et air, sans jamais la retrouver. Bien qu'on ait pensé qu'elle avait fait une chute accidentelle depuis les falaises, ils n'ont pas pu la retrouver en bas. De plus, rien n'indiquait qu'elle ait été victime d'un acte criminel. Au final, les enquêteurs ont déclaré qu'ils pensent qu'elle est tombée d'une grande hauteur et dans l'océan. 5 ans plus tard, la police a reçu un appel d'amis inquiets signalant que Kim Bambus n'était pas rentrée chez elle. Elle est partie à pied le matin du 24 mars vers un magasin proche pour acheter des snacks et n'est pas revenue. Ses amis et colocataires ont parcouru la route en voiture, mais elle était introuvable. La police a récupéré des images de Kim Bambus au supermarché, confirmant sa présence, mais ce qu'elle a fait après demeure inconnu. Le 12 mars 2019, la police a été alertée sur une voiture abandonnée près de Piha. En fouillant le véhicule, ils l'ont relié à Kim Bambus. Xuan Wu, qui avait auparavant été signalé comme disparu par un ami, était un étudiant originaire de Chine. Wu venait de vivre une rupture difficile et aurait souffert de dépression par la suite. L'ordinateur portable a été retrouvé dans la voiture et après inspection, la police a estimé que la disparition était liée à un suicide. Encore une fois. Malgré des recherches approfondies, Wu n'a jamais été retrouvé et son corps n'a jamais été récupéré. Dans l'exemple le plus récent, le touriste français Éloi Roland a été signalé disparu après qu'il n'a pas donné de nouvelles à sa famille à la suite d'une randonnée prévue. Éloi devait rentrer en France dans seulement quelques jours, ayant réservé un vol plus tôt que prévu.
Selon sa famille, il s'est lancé dans cette excursion pour ramasser du sable de la plage de Piha afin de le rapporter chez lui. Des témoins ont dit à la police avoir croisé Eloi sur le sentier sans remarquer d'inquiétude dans son comportement. Le sentier, entouré de broussailles épaisses, a poussé la police à supposer qu'il s'est perdu dans les arbres après s'être aventuré hors du chemin. De loin, l'affaire la plus discutée et la plus controversée est celle d'Irina Asher. Née le 17 juillet 1978, Irina était une jeune mannequin qui étudiait pour devenir enseignante. Bien qu'elle semble vouloir commencer une nouvelle carrière, il a été rapporté qu'Irina souffrait de problèmes de santé mentale. Selon sa famille, elle a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire dont les symptômes ont commencé à s'intensifier après une rupture avec son petit ami. Malgré les difficultés, la famille d'Irina a déclaré qu'elle semblait bien gérer la situation. Lorsque son père l'a vue pour la dernière fois le 10 octobre 2004, il l'a décrite comme étant elle-même, joyeuse et pleine de vie. Mais dès le lendemain soir, la situation a pris une tournure dramatique. La nuit du 11 octobre, des habitants locaux, Henry Woodhouse et sa mère, ont croisé Irina alors qu'ils descendaient la route en voiture. Elle semblait bouleversée, alors ils se sont arrêtés et lui ont proposé de la ramener chez eux. Dans un témoignage ultérieur, Henry Woodhouse a décrit Irina comme étant dans un état de stupeur. Elle portait seulement des sous-vêtements et des bottes. Ils ont déclaré qu'Irina leur avait dit avoir reçu des substances illicites et se sentir mal. Profondément inquiet, Henry a accepté de laisser Irina passer la nuit chez lui. Elle s'est installée dans la chambre d'amis et a accepté de porter une chemise de nuit. Elle est vite devenue anxieuse et s'est enfuie. Henry a essayé de la suivre, mais il l'a perdue dans l'obscurité. Vers 2 heures du matin, un couple promenait son chien, après une période d'agitation. Au cours de leur promenade, ils ont aperçu Irina à quelques mètres, debout sans vêtements sous un lampadaire. Le couple a suivi Irina à distance avant qu'elle ne se mette soudainement à courir. Malgré leurs efforts pour la suivre, le couple l'a perdue près de la plage et n'a pas réussi à la retrouver après une brève recherche. Au lieu d'appeler la police, le couple est rentré et s'est couché. Ils déclareront plus tard lors d'une enquête qu'ils pensaient qu'Irina allait nager de nuit et qu'il était courant que des gens se baignent nus dans l'océan pendant la nuit. Peu de temps après cette dernière rencontre, la police a été informée de la disparition d'Irina et une recherche a été lancée. Cependant, aucune trace d'Irina n'a jamais été retrouvée depuis la dernière fois qu'elle a été vue. L'affaire a pris un tournant radical quand les enquêteurs ont découvert qu'Irina avait contacté la police plus tôt, disant craindre pour sa sécurité. Elle a dit à l'opérateur qu'un homme la suivait et prenait des photos sans sa permission. Dans ce qui reste une décision très controversée, la police a décidé de ne pas envoyer de voiture de patrouille à son emplacement, préférant appeler un taxi à l'endroit où Irina disait se trouver. D'après les témoignages, la police recevait fréquemment des appels de personnes cherchant un trajet gratuit pour rentrer chez elle. De plus, la police a donné une mauvaise adresse à la compagnie de taxi et le chauffeur n'a jamais aperçu Irina cette nuit-là. Cette révélation a provoqué l'indignation dans toute la Nouvelle-Zélande, en particulier au sein de la famille d'Irina. 8 ans après sa disparition, une enquête a été ouverte sur l'affaire. Le comité a critiqué Henry Woodhouse et l'autre couple pour ne pas avoir appelé la police, affirmant que cette négligence avait probablement empêché qu'on la retrouve. C'était l'avis de l'enquête. Irina s'est probablement noyée dans l'océan. Lorsqu'elles ont été soumises à une cour supérieure pour révision, les conclusions de l'enquête concernant Henry et le couple ont été jugées non fondées et reposaient uniquement sur des spéculations plutôt que sur des preuves concrètes. Les autres témoignages présentés ont également été rejetés, en particulier le soupçon que l'utilisation de substances ait conduit au comportement inhabituel d'Irina. Aujourd'hui, la disparition d'Irina reste un sujet de controverse en Nouvelle-Zélande. L'opinion professionnelle comme publique estime que le manque d'action de la police locale a été la principale cause de son sort. La police a même admis qu'elle disposait d'une voiture de patrouille disponible dans la zone qui aurait pu répondre à l'appel d'Irina, mais qu'elle ne l'a pas fait. En 2026, le sort final d'Irina reste entièrement sujet à spéculation. 1 an après sa disparition, sa famille a organisé une cérémonie commémorative. Même persuadés de sa mort, les parents d'Irina n'ont jamais cessé de la chercher. Un nouveau drame a frappé la famille Asher en décembre 2022, lorsque le père d'Irina, Michael, a été déclaré disparu après avoir été vu pour la dernière fois le jour de Noël. L'équipe de recherche a fouillé la région jusqu'au 2 janvier, date à laquelle le corps de Michael a été retrouvé. L'autopsie a conclu à une crise cardiaque. L'année suivante, la mère d'Irina, Adrienne, est décédée de cause naturelle. Ce que la famille Asher a enduré dépasse la tragédie. Et pourtant, la question qui a tout déclenché reste sans réponse. Il n'y a toujours aucune explication claire sur ce qui est arrivé à Irina. Comme pour les autres disparitions liées à Pia, la vérité ne sera peut-être jamais connue, et ce n'était que le début. Dans une ville de moins de 10 000 habitants, plusieurs hommes ont disparu, et un nom revient sans cesse.
Notre prochaine histoire se déroule à Smiths Falls, au sud de la capitale canadienne. Les rues ressemblent à celles des autres petites communautés, mais un sombre nuage plane sur la ville, mettant de nombreux habitants sur le qui-vive. Robert Lambert était un homme de 75 ans, originaire des États-Unis, mais il s'est installé dans le canton voisin de Montagu en 2004 pour être avec sa future épouse, Catherine. Décrit comme aimant et attentionné, Robert s'est rapidement lié d'amitié avec le fils de Catherine, Jonathan. Depuis leur arrivée dans la région, le couple vivait dans une maison de plain-pied sur Kelly Jordan Road. Pour des raisons qui ne sont pas encore connues du public, Robert a signé un accord de copropriété avec un homme nommé Christophe Fenton en avril 2018. 3 mois plus tard, Robert allait tout simplement disparaître sans explication ni raison, compte tenu de son âge et de sa nécessité de prendre des médicaments. La famille et les autorités étaient très inquiètes pour son bien-être et ont lancé des recherches pour le retrouver. Lors des premiers interrogatoires des témoins potentiels, une source inconnue a informé la police que Robert était retourné aux États-Unis. En suivant cette piste, les enquêteurs ont contacté la frontière canadienne pour découvrir qu'ils n'avaient aucune trace du passage de Robert. De plus, sa famille a déclaré que Robert avait besoin d'aide pour voyager, rendant son prétendu voyage en solitaire improbable sans aucune indication de son emplacement. Et sans aucune nouvelle piste, l'enquête s'est retrouvée dans une impasse. Notre histoire reprendrait alors 4 ans plus tard, à l'automne 2022. Laurent Bertram était un résident de longue date de Smith Falls, âgé de 42 ans. Dans la nuit du 30 septembre, Laurent a passé du temps dans une autre maison avant de partir à pied pour rentrer chez lui, mais il n'est jamais rentré. La police a trouvé que la dernière localisation de Laurent, d'après ses relevés téléphoniques, était sur Code Road, hors de la ville. Malgré les recherches dans la zone, ni Laurent ni aucun de ses effets personnels n'ont été retrouvés. C'était un autre cas étrange de disparition soudaine dans la petite ville. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Presque un an après la dernière apparition de Laurent, la police a été informée que Robbie Thompson, âgé de 34 ans, avait également disparu. Robbie avait la réputation d'être un géant doux qui n'avait de conflit avec personne. Sa disparition soudaine a beaucoup inquiété ses amis et sa famille, car il n'était pas du genre à partir quelque part sans informer les autres de sa destination. Au cours de leur enquête, la police a découvert que Robbie et Laurence se connaissaient très bien. Des rumeurs ont circulé en ville sur un lien possible entre les disparitions, mais la police a poursuivi les enquêtes séparément, faute de preuves. La rumeur allait ensuite devenir un véritable sujet de commérage lorsqu'un autre homme, Stephen Tate, fut signalé disparu le 3 novembre, seulement quelques semaines après la disparition de Robbie. Les agents de la police provinciale de l'Ontario ont fouillé les environs et les patrouilles sont restées vigilantes le long de l'autoroute. Puis vint la sinistre découverte que personne n'espérait. Le 8 novembre, 5 jours après qu'il ait été vu pour la dernière fois, les agents ont découvert les restes de Stéphane dans un fossé près de l'autoroute 15, juste à l'extérieur de Smith Falls. D'après les conclusions officielles, Stéphane a été victime d'un délit de fuite en marchant le long de la route. Aucune information n'a pu être trouvée concernant la possibilité qu'il ait survécu à l'impact initial et qu'il ait été laissé seul pendant que le conducteur prenait la fuite. À ce jour, les enquêteurs ne soupçonnent qu'une berline ou compacte noire d'être impliquée dans l'incident. Des images de vidéosurveillance d'une maison voisine montrent le véhicule suspect allant vers l'endroit où Stéphane a été retrouvé au moment estimé de l'accident. Depuis, personne n'a donné de nouvelles et la voiture noire reste introuvable. Pour aggraver encore la douleur que vivait la ville, la police a exécuté un mandat de perquisition en lien avec l'affaire de Robbie Thompson en novembre 2025. Lors de la fouille, la police a découvert les restes de Robbie. 3 hommes ont été arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré. Parmi les suspects se trouvait nul autre que Christophe Fenton, le même homme qui était copropriétaire du terrain de Robert Lambert. C'est sur cette même propriété que les restes de Robbie ont été retrouvés. Maintenant, toutes les rumeurs semblent s'entrecroiser. Les réseaux sociaux ont été inondés de théories selon lesquelles les disparitions et les décès étaient liés d'une manière ou d'une autre. La théorie la plus convaincante est que Christophe Fenton était impliqué dans le destin de Robert, Lawrence et Robbie. Robbie et Lawrence se connaissaient depuis longtemps, mais on a découvert qu'ils connaissaient aussi Christophe. Cela s'explique simplement par le fait que Smith Falls est une petite communauté où tout le monde se connaît. Malheureusement, la famille de Lawrence a vu ces spéculations, avec des théories qui se transforment en récits macabres sur ce qui aurait pu lui arriver. La rumeur a également causé des problèmes aux enquêteurs. Des détectives et des journalistes ont déclaré publiquement que la quantité d'informations de seconde main présumées qui leur ont été présentées a conduit à de nombreuses fausses pistes, gaspillant des ressources qui auraient pu être utilisées pour suivre de véritables indices.
De plus, des informations potentiellement précieuses se perdent dans le flot de commérage, ce qui rend difficile de déterminer ce qui constitue une piste prometteuse et ce qui n'a aucune valeur. L'affaire de Stéphane, initialement un simple délit de fuite, a révélé lors d'une perquisition chez lui des substances illicites et des armes illégales. Cela a alimenté l'idée que les affaires pourraient remonter à un différend lié à des substances, mais ces affirmations ont été contestées par les familles de Robert, Laurent et Robbie. En approfondissant les spéculations, il y a désormais un grand soupçon parmi les habitants que Christophe serait également responsable de la mort de Robbie, le mobile semblant être lié aux substances illégales mentionnées précédemment. En février 2026, Christophe et les deux autres suspects sont en détention en attendant leur procès. Pour l'instant, ils ne sont inculpés qu'en lien avec l'affaire de Robbie. Au fil des années, alors que Christophe Fenton continue d'attendre son procès, les familles de Robert et Laurent n'ont pas perdu espoir que leurs proches seront retrouvés un jour. L'affaire de Robert a été confiée à la brigade criminelle, et il est peu probable qu'il soit encore en vie en raison de son âge et du manque de médicaments. Il n'existe aucune preuve définitive permettant d'établir un lien réel entre Christophe, Robert, Laurent et Robbie. Mais dans une ville aussi petite que Smiths Falls, les rumeurs ont pris leur propre vie. Tant que de nouvelles preuves n'émergent pas, la vérité demeure floue et le sombre nuage sur Smiths Falls s'étend. Restez avec moi. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'affaire qui m'a le plus troublé. Dans un comté de l'Oklahoma, une seule disparition est devenue 2, puis 12. Les enquêteurs pensent que ce n'était pas un hasard. Notre prochaine histoire se déroule dans le comté de Logan. Ici, un schéma inquiétant de disparition a commencé à émerger et les enquêteurs pensent que ces disparitions pourraient être coordonnées par des individus très dérangés. Tout a commencé lorsque l'ancien détenu Charles Otto Overton a disparu en 2019. L'homme a purgé une peine pour vol de voiture et cambriolage avant d'ouvrir une entreprise appelée le Chenil miraculeux de Dieu à Oklahoma City. La suivante est arrivée le 26 février 2020. Cindy Ann Mulligan du Missouri a passé un appel frénétique à des amis pour demander de l'aide avant de leur demander soudainement de dire à sa fille qu'elle l'aimait, puis elle a raccroché. Alors que l'été approchait, un homme nommé Bruce Wayne Jacobs d'Edmond a été signalé comme ayant disparu sans explication. Connu de ses amis sous le nom de Batman, Bruce était connu pour lutter contre la dépendance et il a été vu pour la dernière fois quittant sa caravane tôt le matin du 16 juin. Au cours des 2 années suivantes, un total de 12 personnes allaient disparaître dans des circonstances suspectes. Les enquêteurs de l'Oklahoma ont mis en place une cellule spéciale pour gérer le taux élevé de disparition. Des affaires provenant du comté d'Oklahoma et du comté voisin de Logan, avec des preuves suggérant que toutes ces affaires étaient liées. 10 des personnes disparues ont été trouvées avoir des liens avec un gang de prison tristement célèbre connu sous le nom de UAB. Le gang agit surtout dans les prisons fédérales et d'État, avec de nombreux membres actifs dans la rue impliqués dans la production et la distribution de drogue, le racket, le blanchiment d'argent et le vol. En examinant de près les individus, il a été découvert que plusieurs avaient disparu après avoir été arrêtés en possession lors de contrôles routiers. Cindy a été arrêtée dans le Missouri quelques mois avant sa disparition, au cours de laquelle l'officier l'a trouvée en possession d'objets liés à des substances. Cependant, elle a été relâchée sans être inculpée. Quelques semaines plus tard seulement, elle a passé l'appel déchirant à ses amis. On a aussi appris que Cindy vivait dans une caravane sur la propriété des Kennels à ce moment-là. En 2021, 2 autres personnes ont disparu ensemble dans des circonstances similaires à celles de Cindy. Le 17 mai, Dustin Lloyd-Sir et Elizabeth Morton ont été retrouvés dans une chambre d'hôtel avec des substances illégales et ont reçu une contravention pour possession, mais ils ne sont pas allés en prison. En moins d'une journée, les deux ont disparu. En avril 2022, la police a mené une perquisition sur plusieurs propriétés appartenant à Michael Patrick Smith, réparties entre le comté de Logan et celui d'Oklahoma. Peu de temps après le début de la fouille du chenil, les enquêteurs ont découvert les restes de plusieurs personnes. Au cours des descentes coordonnées, des corps ont été découverts sur plusieurs des propriétés. À ce moment-là, Michael purgeait déjà une perpétuité dans une prison d'État pour un homicide commis en 1985. Bien qu'il soit incarcéré, on a découvert qu'il avait encore beaucoup de pouvoir, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du système carcéral. En utilisant diverses méthodes, les chefs de gang, y compris Michael, ont pu coordonner leurs opérations et ordonner des assassinats contre des personnes qu'ils considéraient comme problématiques. Lorsque la découverte des restes a été annoncée, un homme nommé Josh Ryan s'est rendu à la police, affirmant avoir des informations concernant les 12 personnes disparues. Selon ses déclarations, Ryan a été témoin de plusieurs des incidents. Il a dit qu'il était présent lorsque Cindy a été confrontée à un homme de main du gang. Michael a personnellement ordonné le meurtre, croyant que Cindy avait dénoncé le gang en échange de sa liberté. C'est pour la même raison que Dustin et Elizabeth ont été pris pour cible.
L'homme de main présumé impliqué était Daniel Lee Lusk Sr. Bien qu'une arrestation aurait sûrement suivi, il y avait un obstacle majeur qui l'en empêchait. Daniel faisait partie des personnes disparues. Il a été vu pour la dernière fois le 15 janvier 2021 et son camion a été retrouvé abandonné sur le parking d'un fast-food. Malgré les preuves croissantes de l'implication de l'UAB, un seul suspect a jamais été inculpé en lien avec les disparitions. Les détectives ont trouvé un lien entre un homme nommé Jason Dean Cornett et l'une des victimes disparues, David Orr. Selon les déclarations faites par Ryan, David devait de l'argent à Michael et la patience arrivait rapidement à sa limite. Jason a reçu l'ordre de s'occuper de David, puis il s'est débarrassé du corps et des preuves. Les enquêteurs ont ensuite découvert des images montrant Elizabeth, la femme de Jason, utilisant la carte de bons alimentaires d'Or pour faire des courses le lendemain de la disparition de David. En mars 2023, Jason et Elizabeth ont été arrêtés par les adjoints du shérif du comté d'Oklahoma et placés en garde à vue. Jason a été inculpé de meurtre au premier degré et placé en détention. Cependant, en décembre, Jason a été retrouvé décédé. Elizabeth a été accusée de complicité et condamnée à 4 ans de prison, suivi de 16 ans de probation. C'est souvent ainsi que fonctionne le monde criminel. Si les chefs soupçonnent quelqu'un de trahison ou de dette impayée, cette personne peut disparaître sans préavis. Les enquêteurs supposent que cela explique la disparition des 12 personnes dans le comté de Logan et ses environs. Après tout ce que vous avez entendu, la dernière ville continue de me hanter. Dans l'une des villes les plus sûres de Caroline du Sud, des femmes disparaissent toujours. Notre dernière histoire se déroule à Walhalla. Cette ville paisible est entourée de forêts réputées pour leurs magnifiques paysages, surtout en automne. Les statistiques de 2021 indiquent que la ville affiche un taux de criminalité plus bas que le reste de la Caroline du Sud et des États-Unis. Mais malgré sa réputation de sécurité, quelque chose d'inquiétant est apparu ici. Au cours des 30 dernières années, au moins 5 affaires de disparition de personnes en vue ont été liées à Walhalla. Plusieurs jeunes adultes sont également décédés dans des circonstances suspectes. La plus ancienne de ces affaires concerne Jimmy Whitfield. On ne sait pas grand-chose sur la jeunesse de Jimmy. À part cela, il était un résident de longue date de la ville voisine de Seneca. Le 7 mars 1987, Jimmy s'est disputé avec sa femme, ce qui l'a poussé à prendre une chemise et 2 pantalons, puis à quitter sa maison. 2 jours plus tard, il a appelé chez lui pour prendre des nouvelles de sa femme et de ses enfants. Ce serait la dernière fois que quelqu'un aurait de ses nouvelles. Malheureusement, peu d'informations sont disponibles concernant l'affaire de Jimmy, mais la police a déclaré qu'elle pense qu'il s'agit d'un acte criminel. L'année 2019 s'est avérée difficile pour les habitants de Walhalla. Juste le lendemain du Nouvel An, Laura Ann Anders, âgée de 46 ans, a été vue pour la dernière fois sur Book Night Road à Mountain Rest, à seulement quelques minutes en voiture au nord de Walhalla. Son mari est parti pour Spartanburg ce jour-là et n'est rentré à la maison que le 30 janvier. À son arrivée, Laura n'était pas là. Il a attendu quelques jours, espérant qu'elle réapparaisse, mais ses inquiétudes l'ont rapidement poussé à contacter la police pour signaler sa disparition. Laura n'avait pas de téléphone portable, et lorsque son mari a demandé à ses proches s'ils savaient quelque chose, ils ont tous répondu qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles d'elle depuis près de 3 semaines. C'est au moment où cette enquête commençait qu'une autre personne était également signalée disparue par sa famille. Pamela Roach est née et a grandi à Walhalla. Enfant, elle faisait du karting avec une amie sur un chemin de terre quand un véhicule les a percutés. L'amie n'a pas survécu et Pamela a été laissée avec une jambe brisée et un traumatisme crânien. L'accident lui a valu une plaque métallique dans la tête et des difficultés à marcher. À l'âge de 23 ans, Pamela dormait à côté de son compagnon et de son fils lorsque son bébé a roulé et est tombé violemment sur le sol. Il a été grièvement blessé à la tête et, malheureusement, n'a pas survécu. La perte de l'un de ses 2 enfants a poussé Pamela à sombrer dans la dépendance. Cela l'a ensuite amenée à perdre la garde de son fils aîné. En février 2019, Pamela passait d'une maison à l'autre, incapable de trouver un logement stable. Le 5 février, Pamela est partie randonner une journée en montagne avec une amie. Après cela, il a déposé Pamela au coin des routes Coffey et Corey, à une courte distance de l'endroit où elle séjournait. Ses amis et sa famille n'ont plus eu de nouvelles d'elle. Après près d'1 semaine sans nouvelles, la famille de Pamela a signalé sa disparition ainsi que celle de son amie présente ce jour-là. Non identifiée par la police ou les médias, elle a été interrogée sur sa disparition puis innocentée après avoir réussi un test au détecteur de mensonges. Depuis lors, les autorités et la famille de Pamela poursuivent leurs efforts pour la retrouver et déterminer si elle est toujours en vie. Le 29 janvier 2020, la police a reçu le nom d'une autre femme de la région qui n'avait pas été vue ni entendue depuis un temps inquiétant.
Tammy Stubblefield, âgée de 51 ans, a été vue pour la dernière fois le 6 décembre en train de marcher sur Moore Avenue, ce qui représentait une bonne distance à pied de chez elle. À ce moment-là, les enquêteurs ont commencé à trouver des similitudes dans les affaires de Laura, Pamela et Tammy. En 2026, les enquêteurs pensent que leurs disparitions sont liées et ont même désigné une personne d'intérêt. La police a révélé qu'elle enquêtait sur un homme nommé Kevin Mahler, communément appelé Boston. Cela est arrivé après la mise en ligne d'une vidéo montrant une conversation entre deux hommes. Les détails sont assez explicites, mais dans la vidéo, l'un des hommes explique comment Boston a révélé qu'il craignait que son ADN soit découvert, et je cite, « On va tous payer pour ça ». Il a aussi évoqué un possible démembrement et la dissimulation de parties du corps pour effacer les preuves. En septembre 2025, Mahler a été arrêté en lien avec des accusations de possession après qu'une perquisition à son domicile a permis de trouver des substances illicites. De plus, il a également été inculpé dans la mort d'un homme nommé Kevin. Craig. Boston était un criminel endurci, ayant été condamné à la prison en 2019 puis en 2021. Il avait été libéré plus tôt 2 fois, mais se retrouvait à nouveau devant la justice. À l'heure actuelle, aucune accusation n'a été portée contre Boston concernant les disparitions de Laura, Pamela et Tammy, et il est supposé que l'enquête est toujours en cours. Cependant, sans connaître l'emplacement des 3 femmes, toute preuve reste simplement circonstancielle et ne peut pas encore être prouvée de manière concluante. Pour un endroit aussi discret, Walhalla a effectivement un problème majeur. Si vous avez des informations concernant l'une de ces affaires, nous vous encourageons à contacter le shérif du comté d'Okin au 846-638-4639 ou via Crime Stoppers. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent, et s'il vous plaît, suivez-moi sur Instagram à DylanIshilinYT, avec des tirets bas à la place des espaces, X à YT, tiré bas Chills et TikTok à Chills. Ce podcast a été réalisé en collaboration avec Jonah et Karina. À la prochaine, au revoir. Podcast chill, même voix, cauchemar différent.